Il s'agit d'échanger avec vous sur beaucoup de thématiques qui ont bousculé l'actualité ces derniers mois, sur les actions aussi très fortes que le gouvernement a entreprises sur différents segments. Pour la première partie, ce qui concerne les déclarations d'un certain nombre d'ONG qui essayent de développer un certain narratif qui tendent à faire de notre pays ou à faire croire que notre pays serait le pire de la planète en termes de traitement des droits de l'homme, en termes de traitement des droits humains, etc., etc. C'est une lecture qui touche n'importe quelle personne qui vit en Guinée, et particulièrement les Guinéens, et particulièrement les autorités guinéennes, parce que ces organisations des droits de l'homme se permettent de construire un certain type de discours et souvent pour des préoccupations dont on ne sait pas sont animées par quoi, mais qui sont éloignées de la réalité. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui un argumentaire objectif d'une organisation des droits de l'homme pour dire que la Guinée serait, par exemple, le pire endroit de la Terre où les droits de l'homme sont malmenés quotidiennement? Qu'est-ce qui fonde ce type d'argumentaire objectivement? Parce que vous êtes des journalistes, vous vivez quand même en Guinée. Les situations qui se passent ici, vous en rendez compte. Je ne pense pas que quelqu'un d'entre vous subisse quelques contraintes que ce soit pour lui amener à avoir telle ou telle appréciation. Votre silence n'est pas normal. Dans l'un ou l'autre cas, moi je ne demande pas à la presse d'aller dans le sens de défendre l'État vaille que vaille. Mais au moins, quand on présente notre pays comme un pays où il y aurait des prisonniers politiques, par exemple, c'est un sujet qui est revenu dans les discours, moi je n'en connais pas de prisonniers politiques en Guinée. Il y a des acteurs politiques certes en prison, mais ce ne sont pas pour des faits politiques qui sont en prison. Pour être qualifié de prisonnier politique, il faut que la raison qui motive ton arrestation soit une raison politique. Le deuxième point, c'est ces évaluations qui font couler beaucoup d'encre des partis politiques. Nous tous Guinéens, d'une certaine manière, on s'inquiète ou on s'interroge sur le rôle de l'administration du territoire par rapport aux partis politiques. Il est censé être leur institution de tutelle, leur structure de tutelle, celle qui garantit un peu leur bon fonctionnement et qui défend d'une certaine manière leur existence, en tous les cas, qui est leur protecteur, l'instruction dans laquelle ils sont rattachés. Il se trouve que notre pays connaît une prolifération des partis politiques, 184, et il est important, à un moment ou à un autre, que l'État, à travers l'administration du territoire, essaye de comprendre comment ces partis politiques évoluent, quelles sont leurs difficultés, comment ils fonctionnent en interne, comment ils peuvent être, d'une certaine manière, des vecteurs du renforcement de notre démocratie naissante. C'est dans ce cadre-là que cette évaluation a été lancée. Somme toute, il s'agit de voir la cohérence entre les actes qu'ils posent sur le terrain et les textes et les engagements qu'ils ont vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de leurs militants et sympathisants. C'est important, c'est un exercice qui est normal parce que peut-être qu'au bout de ça, l'État aussi assumera une certaine responsabilité d'encadrement, d'accompagnement, parce que les acteurs politiques, les partis politiques concourent aussi au développement de la démocratie et à son renforcement dans notre pays et dans toutes les démocraties qui se construisent. Ces derniers temps, il y a eu énormément de choses qui ont été posées. Il est temps de se réjouir quand même que pour la première fois, on a réussi à faire cette interconnexion terrestre entre le backbone guinéen et le backbone malien. C'est un projet que la ministre a réussi à promouvoir et à finaliser. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que ça nous donne une capacité de redondance avec le réseau, le backbone malien, et probablement très prochainement avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ça fera que la boucle en Afrique de l'Ouest, en termes de connectivité, va être plus intéressante et ça pourra profiter à la stabilité des connexions et des accès de réseau ici, puisque c'est après tout un des avantages qu'on peut tirer de ces interconnexions. C'est comme au niveau de l'énergie. Récemment, ça a défrayé un peu l'actualité. Lorsque nous avons une balance négative par rapport à ici et qu'on a un déficit, on peut aller chercher à équilibrer notre besoin à partir des réseaux connectés des pays voisins.